Yamoussoukro est le point de convergence des plus hautes autorités des pays de l'espace CEDEAO. La 44e session ordinaire se donne 48 heures pour faire avancer la cause de l'intégration. Et puis, en Côte d'Ivoire, toujours à Abidjan, cette fois, la maison du Burkina, ce sera bientôt une réalité. La première pierre de l'infrastructure a été posée hier. Et puis, les ambiances à ce jour de la culture, de la fête de la culture nationale à Bobo-Dioulasso, nos équipes en place à Sia nous ferons le point tout à l'heure dans ce journal. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. 44e session ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. Yamoussoukro est le point de convergence des plus hautes autorités des pays de l'espace communautaire. C'est depuis hier, dans la soirée, que le président du Faso a rejoint la capitale politique et administrative ivoirienne. À sa descente d'avion, Blaise Compaoré a été accueilli par le Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Nous vous proposons de revoir l'arrivée en images du président du Faso en terre ivoirienne. C'est un sujet de nos envoyés spéciaux sur place, Oumarou Zungrana et Aboubakar Sayou. Aéroport international de Yamoussoukro, il est 17h25 lorsque le pic du Naouri, l'avion présidentiel burkinabé, se stabilise sur le tarmac. À son bord, le président du Faso, Blaise Compaoré, accueilli au pied de l'appareil par le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Poignée de main également entre le chef de l'État burkinabé, le président de la commission de la CEDEAO, les présidents d'institutions et membres du gouvernement ivoirien. Blaise Compaoré est dans la capitale administrative et politique ivoirienne pour participer aux travaux de la 44e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il est certain que nous avons des sujets majeurs qui sont bien sûr en relation avec les progrès économiques que nous voulons bien sûr réaliser pour nos populations, et cela passe bien sûr par une œuvre d'intégration pour nos économies à l'intérieur de notre espace, mais aussi une ouverture qui puisse préserver à la fois nos intérêts, mais nous donner davantage de possibilités pour entrer dans la compétition mondiale. Il sera aussi une question pour ce qui nous concerne de présenter un rapport sur la mission qui nous avait été confiée, à savoir comment organiser dans notre espace sous-régional une meilleure fluidité des marchandises, des populations, tout cela pour conforter les capacités de notre économie. Nous aurons à faire bien sûr cet exposé, mais je ne doute pas que tout cela doit nous conduire aussi à imaginer qu'il nous faut encore réfléchir sur comment consolider la paix et la stabilité dans notre région ouest-africaine. Cette importante rencontre qui s'ouvre ce 28 mars se penchera sur la situation sécuritaire au Mali et en Guinée-Bissau. La rencontre devrait également permettre aux chefs d'État de trouver un successeur à Alassane Ouattara qui ne souhaite plus briguer un nouveau mandat à la tête de l'organisation sous-régionale. Voilà, et puis signaler que les travaux de la conférence ont bien démarré et nos envoyés spéciaux nous feront le point au fil des éditions. Restons en Éburnie, d'où l'on pourrait entendre ce ouf de soulagement des ressortissants burkinabés y vivant. Après 20 ans d'attente, ils voient enfin le lancement des travaux de la construction de la maison du Burkina à Abidjan. C'est un bâtiment moderne de 17 niveaux qui va abriter les représentations diplomatiques et consulaires du Faso en Côte d'Ivoire. C'est le ministre en charge des Affaires étrangères qui a officiellement posé la première pierre hier de la bâtisse. Le point de nos envoyés spéciaux, cette fois à Abidjan, Amado Ilboudo et Abdelaziz Yaguibou. Les liens séculaires entre la Côte d'Ivoire et le Burkina ne cessent de grandir en dépit des frontières artificielles héritées de la colonisation. Dans une année, les deux pays tourneront une nouvelle page de leur relation fraternelle avec cette maison du Burkina qui poussera en plein cœur de la commune de Plateau. C'est un complexe immobilier haut de 17 niveaux comprenant 2 sous-sols, un rez-de-chaussée et 15 étages. Une véritable vitrine pour le rayonnement de la diplomatie burkinabé en terre de Bruni qui va abriter le consulat et l'ambassade du Burkina à Abidjan, une salle de conférence de 800 places, des bureaux pour les organisations associatives de la communauté burkinabé vivant en Côte d'Ivoire. Sa construction est confiée au groupe d'écothèques de la Turquie, et cela dans le cadre d'un partenariat public-privé.
Le Burkina Faso avait besoin de marquer sa présence ici en territoire de Côte d'Ivoire pour magnifier l'excellence des relations d'amitié qui existent entre nos deux pays. De manière pratique, évidemment, ces infrastructures vont offrir à la représentation diplomatique et consulaire des locaux beaucoup plus modernes et plus efficaces. Sans compter que la communauté burkinabé, la diaspora burkinabé vivant en Côte d'Ivoire, dont c'est la propriété, pourra mettre à profit ces infrastructures pour s'organiser dans le but de s'impliquer dans le processus de développement au Burkina Faso. C'est après 20 ans de gestation conceptuelle et de recherche de moyens financiers que le ministère des Affaires étrangères du Burkina est parvenu, suite à une convention de financement, à mobiliser une bonne partie de la vingtaine de milliards nécessaires à la construction de cette chancellerie. Un projet en passe de devenir réalité grâce aussi à la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire qui a bien voulu mettre la main à la poche. Sa contribution s'élève à 660 millions de francs CFA. L'accouchement a été lent et difficile, traversé par des doutes suspicieux. J'ose vous assurer et vous rassurer que le bébé sera beau et fera votre fierté d'homme laborieux et intègre. Des efforts de structuration et d'organisation de notre communauté, en passant par la mise en œuvre de la carte consulaire biométrique, jusqu'à ce jour de lancement de la construction de notre maison, vous avez grandement et de façon multidimensionnelle contribué. La modernité et la technicité de cet ouvrage qui va trôner au centre d'importantes infrastructures économiques d'Abidjan Plateau fait la fierté de la communauté burkinabé de Côte d'Ivoire. Une communauté qui, dans toutes ses composantes, est sortie fêter aux côtés des autorités burkinabées et ivoiriennes ce jour historique. Aujourd'hui, nous voyons l'aboutissement de ce projet, le début de l'aboutissement de ce projet. C'est une grande joie pour toute la communauté burkinabé vivant en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, avec cette paix retrouvée, le climat des affaires est devenu propice. Pour la commune d'accueil, cet immeuble qui sera dressé sur un terrain de 5 886 m², attribué en 1994, va au-delà de son rôle d'intégration, contribuer à l'embellissement de la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux et fiers de voir que ce projet va être réalisé pour permettre au Burkina Faso de disposer d'une représentation moderne et qui soit à la satisfaction de la communauté de la diaspora qui vit en Côte d'Ivoire. Nous venons de visiter le projet et vraiment au nom du gouvernement, nous voulons exprimer notre fierté au gouvernement burkinabé et ça va dans le sens de la consolidation, du raffermissement des relations de la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. La future maison du Burkina, dont le lancement du chantier est béni ici par les dignitaires d'Abidjan et de Ouagadougou, sera chargée de symboles. C'est comme si c'était une histoire, une symbolique, où il y a le passé qui se profile et continue jusque dans le présent, et il y a maintenant le présent qui va vers l'avenir. Faire quelque chose qui peut effectivement rappeler la vie de ces deux peuples-là, c'est aller chercher dans cette architecture pour la figurer, pour la symboliser. Tous les souhaits émis par la communauté burkinabé de la Côte d'Ivoire est qu'à moyen terme, les retombées financières de cette infrastructure permettent de créer un fonds d'appui aux initiatives entrepreneuriales de la diaspora. Voilà, en attendant la maison du Burkina à Abidjan, revenons au Faso et précisément à Bobo Dioulasso. Quelle est l'ambiance à ce jour de la 17e édition de la Semaine nationale de la culture? Eh bien, la réponse tout de suite avec nos équipes sur place.
Bonsoir à tous et bienvenue à SIA pour les nouvelles de la SNC. La 17e édition de la Semaine nationale de la culture connaîtra son point final dès demain, une fin qui se fait sentir déjà puisque les premiers résultats sont connus depuis hier en sport. Donc la puissance du Tonnerre l'emporte sur la témérité du Buffle en lutte traditionnelle. Et pour parler de tout cela, nous avons invité une troupe pour nous accompagner en musique. Il s'agit de la troupe Kouelilou, goût de Tchébélé. Nous entendrons ces braves femmes d'ici quelques instants. Mais tout d'abord, on revient sur l'avant-dernière soirée de la compétition du Grand Prix national des arts et des lettres en art du spectacle. L'opération de séduction du jury a été menée par 11 troupes, le chœur populaire de Bounou, Ibrahim Traoré dit Babangida, mais aussi Kakoudi dit de Loudalan ont donné à voir du beau spectacle sur la scène de la Maison de la Culture de Bobo Dioulasso. Et c'est Ali Traoré qui a suivi cette soirée pour nous. Ce sont au total 11 troupes artistiques qui ont détendu l'atmosphère à cette 5e nuit de compétition pour le Grand Prix national des arts et des lettres chez Pénal. La troupe Keton Mafin de Toussiana s'est montrée plus entreprenante. Pour sa 3e participation, elle a su séduire le public grâce à son expérience et ses pas de danse bien esquissés au rythme du balafon. La troupe Kakoudi de Loudalan a également joué sa partition à cette 5e nuit du G Pénal. Chaque année, on sent une progression. On sent que les artistes donnent le meilleur d'eux-mêmes et essaient de faire mieux que l'édition passée. Toutes ces troupes ont rivalisé de talent à l'orchestre, en musique traditionnelle instrumentale, en vedette de la chanson traditionnelle, en danse traditionnelle, en chœur populaire et en création chorégraphique. À travers des thèmes portant sur la paix et le quota genre, les troupes artistiques n'entendaient pas jouer de la figuration, et cela au grand bonheur des spectateurs. La prestation qui se passe actuellement à la Maison de la Culture, moi vraiment je l'apprécie à sa juste valeur. Parce que bon, si je prends par exemple les danses traditionnelles, moi vraiment ça m'impressionne beaucoup. Donc la chorégraphie aussi que je viens de suivre sur la folie aussi, vraiment ça touche vraiment. Si tu vois qu'il y a des gens qui sont abandonnés à eux-mêmes, qui errent au niveau dans la rue, qui n'ont personne, pas d'amour, pas de personne pour s'occuper de. Vraiment ça fait quand même, ça touche. Bon, en tant qu'être humain, vraiment, ça me touche beaucoup. Si le public a fait le choix des troupes lors de ces compétitions, le dernier mot revient au jury qui doit livrer son verdict lors de la nuit des lauréats le samedi 29 mars 2014. Et les acteurs du monde de la culture burkinabé ont saisi l'opportunité de la présence des élus nationaux à la SNC pour leur soumettre quelques-unes de leurs préoccupations. Les échanges entre les députés et les assistants culturels et les artistes ont eu lieu hier à la Maison de la Culture et c'est Anna-Lucie Kéré qui nous en parle. Les directeurs régionaux de la culture, les assistants culturels et les artistes ont effectué le déplacement à la Maison de la Culture de Bobo Dioulasso pour un dialogue direct avec les députés. Si on impliquait les DR, tous les DR dans le comité national d'organisation, on impliquait les artistes, il allait avoir moins de problèmes. Parce que la communication, s'il n'y a pas de communication, ça fait beaucoup de défauts. Quelqu'un disait qu'il voudrait bien voir, en termes de budget, qu'on ne parle plus de centaines de millions pour l'organisation de la SNC, mais minimum 1,5 milliard, 2 milliards. Ça participe de la valorisation de notre culture et il faut y aller. Nous nous sommes imprégnés de ces problèmes-là. Donc nous allons voir ceux-là même qui sont les acteurs au niveau de l'exécutif pour les porter ces problèmes pour qu'ensemble on puisse trouver la solution. Les acteurs et responsables culturels ont à tour de rôle salué cette démarche des parlementaires. S'ils sont suffisamment conscients des problèmes du secteur, nous sommes convaincus qu'ils vont agir, notamment au niveau des ressources, c'est ce que nous attendons le plus, pour que le secteur soit en mesure de réaliser ses ambitions. Pour l'inspecteur technique du ministère de la Culture, cette rencontre avec les élus nationaux leur donne de l'espoir. À l'instar des autres acteurs, ils souhaitent
que ces échanges puissent se traduire par des actions concrètes qui vont leur permettre d'aller de l'avant en ce qui concerne le développement de la culture au Burkina Faso. Voilà, et comme je le disais tantôt, la petite note musicale en live de cette page SNC nous vient de la troupe Kouwele Lougou de Tchébélé. Et avant de faire plus ample connaissance avec cette troupe, nous allons écouter un chant. Merci beaucoup. Voilà, nous allons dire merci beaucoup aux femmes de la troupe Kouwele Lougou de Tchébélé. Nous allons revenir à vous tout à l'heure pour un deuxième chant, mais on va s'entretenir avec le responsable de cette troupe. Il s'agit de Monsieur Michel. Monsieur Michel est le responsable de cette troupe. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Et ces femmes-là, elles ont chanté quoi, là? Elles ont chanté sur la paix au Burkina Faso. Que le Burkina Faso, c'est un pays de paix. Donc, il demande à tout le monde de vivre dans la paix, parce que sans la paix, rien ne marche dans le pays. D'accord. Alors, la troupe était sur scène il y a 2 jours pour le GPNAL. Comment s'est passée cette compétition avec du recul? Comment vous appréciez la prestation de la troupe? Bon, moi, particulièrement, je pense que la troupe il y a eu beaucoup d'amélioration parce que par rapport aux années passées. Parce que nous avons aussi travaillé, nous avons eu des soutiens aussi de la région où ils ont envoyé un technicien qui nous a appuyé un peu sur le travail. Et je pense qu'avec ça, il y a eu un peu d'évolution. Et vous êtes à votre quatrième participation à la SNC? On est à notre 4e participation. Comment vous appréciez la 17e SNC en fait? Bon, je l'apprécie parce que je pense qu'il y a eu beaucoup d'amélioration. Au niveau de la chorégraphie des troupes, je pense qu'il y a eu vraiment beaucoup d'amélioration par rapport à les années passées. Et que représente pour vous la Semaine nationale de la culture? Vous, en tant qu'acteur de la culture et qui avez en charge une troupe, qu'est-ce qui représente la scène de la SNC pour vous? Bon, pour moi, la scène SNC, bon, c'est pour la promotion de notre culture. Parce que je pense que sans la SNC, nous allons perdre notre culture. Et je pense que la SNC, c'est une bonne chose pour tous les Burkinabés qui riment de son ethnie. Parce qu'il faut que tu prouves ce que la culture de ton pays. Voilà, donc je pense que la SNC, vraiment, c'est une bonne chose. C'est pour pouvoir sauvegarder notre patrimoine culturel. Et je pense que c'est très satisfait de Alors, cette dernière question, monsieur Michel. La SNC a ouvert un marché des arts cette année. Oui. Est-ce que vous avez eu des contacts déjà? Est-ce que vous avez noté des choses sur votre carnet d'adresse? Bon, pour le moment, non, on n'a pas eu d'adresse sur notre note. Mais on espère que ça va venir avec le temps. Et vous ambitionnez repartir avec quoi comme prix? Bon, en tout cas, nous comptons repartir avec le premier prix. Merci beaucoup. Voilà. Merci, monsieur Michel. Et si vous le voulez bien, on va écouter encore la troupe pour une dernière chanson. D'accord.
Merci beaucoup. Merci à la troupe Koué Lilugou de Tchébélé qui nous a accompagnés ce soir. Merci beaucoup. Et pour le bonheur du palais, donc, c'est à l'ENEP de Bobo Dioulasso qu'il fallait se rendre. C'est là que les dernières tendances culinaires du Burkina Faso, tout droit sorti de l'imagination des cordons bleus, ont convaincu plus d'un. Ce n'est pas le ministre de la Culture et du Tourisme qui dira le contraire, lui qui a goûté à certaines de ses spécialités. C'est en ce moment en fait que l'on joint l'utile à l'agréable. Suivez plutôt. Les spécialités culinaires du Burkina Faso proposées à la SNC 2014 brillent une fois de plus par leur originalité. Mais n'est-ce pas là l'un des objectifs de la Semaine nationale de la culture, qui est de valoriser le patrimoine culinaire du Burkina Faso? Le ministre de la Culture et du Tourisme ne doute pas un instant du génie de transformation des candidats à cette compétition de l'art culinaire. Et s'il s'attarde devant le jus de Nénuphar, par exemple, c'est pour interroger et questionner sur les dispositions qui pourraient être prises pour vulgariser cette recette à grande échelle, ce qui vaut pour tous les plats originaux présentés ici. Je crois qu'en plus d'écrire là, il faut quand même des sessions de formation pratique qu'elles puissent transférer leurs connaissances. Et vous allez pouvoir en vivre aussi, parce qu'il y aura des brevets. Pour les encourager, il faudra créer les cadres de promotion de ce qu'elles font déjà. Et faire en sorte aussi que le monde scientifique aussi s'intéresse à ce qu'elles font. Parce que vous savez, il y a des choses qu'on fait peut-être pour... j'allais dire pour le palais, c'est-à-dire pour le goût ou bien pour le regard, pour que ça soit beau, sans tenir compte de cette valeur nutritive. Et cette valeur nutritive, ce sont les nutritionnistes qui peuvent venir homologuer les différents produits qui sont exposés. Et si Baba Ama a convié la presse à cette dégustation, c'est pour permettre aux hommes de médias d'avoir de la matière à parler et à écrire sur la cuisine burkinabé. Les échanges à bâton rompu qui ont suivi le repas ont permis de faire un petit bilan à mi-parcours de la 17e SNC. Nous avons également, en toute confraternité, échangé sur les voies et moyens d'être utiles à ces acteurs de la culture. Et je pense que nous sommes tous d'accord que pour mieux les valoriser, il faut mieux les connaître. Et je crois que la grande invite qui a été faite, c'est de demander aux hommes et aux femmes des médias d'aller vers ces hommes et ces femmes de la culture pour les comprendre. Et certainement, ce sera la meilleure façon de pouvoir être leur meilleur interprète. Les rideaux vont tomber sur la 17e SNC dans moins de 48 heures et déjà les premiers responsables affichent leur satisfaction d'avoir atteint leur objectif qui est de servir un contenu de qualité au public et professionnel de la culture. L'orchestre des Forces armées nationales ovationné à Bobo Dioulasso. Les militaires ne sont pas en compétition cette année pour cause de contretemps dans leur calendrier, mais leurs animations sont toujours de moments privilégiés de communion avec les spectateurs. Voici pour vous l'orchestre de l'armée nationale dans une présentation de Issouf Zerbo et Sanoua Christine Koulibaly. À la place Tifo Amouro ce soir, une forte présence militaire. On a vu les militaires défiler l'après. On avait eu peur. Pas de peur, madame. Ils sont ici pour accompagner cet orchestre, l'orchestre des Forces armées nationales. Avec des artistes confirmés tels qu'Ezi, David Solo, ces hommes en treillis ont démontré qu'ils ne savent pas que manier les armes et ne sont pas toujours muets. On avait eu peur, mais après on a vu que c'est pas ça. C'est pour faire de l'ambiance, pour se rire et puis danser. Mais c'était très parfait. On était contents. On était fiers de nous approcher de eux et puis danser avec eux, faire notre joie. Classé 4e à sa première participation à une phase finale de la SNC en 2012 dans la catégorie orchestre, l'Orchestre des Forces armées nationales revient à cette 17e édition non pas en compétition mais en animation sur 2 plateaux off. Avec les différentes missions,
voilà, ça fait qu'on a fait la présélection, mais on n'a pas été retenu. Mais on est là avec la population de Bobo. L'amour qui est là, la fraternité qui est là, on se sent dans la SNC. On est vraiment dans la SNC. Voilà, donc on est très contents. Ces deux prestations ont été précédées du discours du chef d'état-major général des armées, prononcé ici par le commandant de la 2e région militaire. L'objectif dans un premier temps, c'était de pouvoir renforcer le lien armée-nation que le chef d'état-major général des armées a pu nous adresser comme message dans le contenu donc, du message du chef d'état-major général des armées. Il a insisté effectivement sur ce lien armée-nation. Et je pense que ce soir, en tout cas, la prestation de la fanfare a pu faire en sorte que nous puissions mettre en relief ce lien armée-nation-là. Et je pense que de ce point de vue, en tout cas, nous pouvons être satisfaits. Un rapport militaire-population. Souvent, il y a eu des altercations, de petits troubles. Mais à travers ces prestations, nous savons que nous sommes en sécurité, puisqu'il y a une solidarité, il y a un partage. Donc, j'ai vraiment apprécié les prestations, surtout, le côté sympathie. J'ai vu des scènes, mais aujourd'hui, c'est différent. C'est différent d'avoir notre corps militaire qui possède des armes lourdes, qui chantent et encore qui ont l'amour de la République. Vous voyez, non, la population était à l'aise, tout le monde était fier et moi-même j'étais dépassé. En tout cas, ces prestations resteront gravées dans la mémoire de ces spectateurs danseurs, visiblement insatiables. Voilà, et puis en littérature, maître Frédéric Titenga Passéré à Monseigneur Anselme Titiama Sanou à Bobo Dioulasso. L'ouvrage dédié à l'archevêque émérite de Bobo dépeint la rencontre de l'homme de culture avec l'illustre homme d'église. Le livre qui s'intitule Cultures africaines, Masque Bobo Mandare et Anselme Titiama Sanou, témoignage, hommage, jubilé d'or, a été présenté au public. C'était en présence de Moumouni Soubega. Culture africaine, Mas Bobo Mandare et Monseigneur Anselme Titiama Sanon. Témoignage, hommage, jubilé d'or sacerdotal comporte 3 temps. La rencontre entre l'auteur maître Titenga Frédéric Passéré et Monseigneur, ses actions en faveur de la promotion de la culture africaine, notamment celle des masques, et l'apport du masque Mosé à l'œuvre de Monseigneur Titiama Sanon. Une œuvre de 94 pages à travers laquelle maître Passéré rend hommage à celui-là qu'il qualifie de défenseur de la culture africaine. Je me suis aperçu que Monseigneur Anselme, au-delà du sacerdoce, au-delà de sa mission d'évêque, de prêtre, a accordé beaucoup d'importance à la culture, particulièrement la culture des masques. C'est en fin 2013 que l'œuvre a été éditée et l'auteur a choisi ces instants solennels de la fête de la culture pour la présenter devant des élèves, des étudiants, des hommes de culture et le principal concerné. Je l'ai accueilli comme, vous voyez, un service d'abord à ma personne, mais surtout à la génération montante. Maître Passéré Titenga interpelle les générations montantes sur l'importance de sauvegarder la culture du masque. Il ne s'agit pas seulement du masque, l'objet, mais du masque message qui est véhiculé. Et en cela, je pense qu'il a fait une œuvre originale. Ce livre est d'une coédition des éditions Fondation Passéré et Harmattan Burkina. Auteur de plus d'une 60aine d'œuvres, maître Frédéric Titenga Passéré s'apprête à publier d'autres ouvrages sur des personnalités et la culture africaine qu'il considère comme facteur de développement. Et pour finir, en sport, Zambandi Alfred dit le Tonnerre inscrit son nom en lettres d'or sur la liste des grands vainqueurs en lutte traditionnelle à la SNC. Il faut dire que la témérité du buffle du Nayala n'a pas ébranlé la puissance du Tonnerre et ce sont les amateurs de cette discipline qui ont été séduits par ce face-à-face. Le dernier acte de la lutte traditionnelle, au stade Wobi, et Yakuba Ouedraogo a suivi ce dénouement final pour nous. Absent à l'édition précédente pour des raisons professionnelles,
Alfred Badizan dit le Tonnerre gronde et signe son retour à la SNC avec un deuxième sac après celui de 2010. Dans la catégorie des 86 kg et plus, face à Romaric Kawane, dit le buffle du Nayala, champion sortant, le Tonnerre a tout simplement géré un combat difficile. C'est un adversaire qu'on se connaît, ça fait 3 ans qu'on est dans la même catégorie et il connaît mes techniques, je connais ses techniques. Ça fait qu'il gérait le combat, moi aussi je gérais le combat. Je sais que je le fais plus que lui. Je sais que non, au fait, s'il n'y a pas une victoire, s'il n'y a pas tombé, au fait, par point, je sais que je peux le gagner par point. Raison pour laquelle j'ai géré le combat et le gagner par point. Ce n'est pourtant pas ce qui s'est dessiné dès le début d'un combat engagé sans ronde d'observation. Une confrontation ouverte dans les 3 premières minutes. Le Tonnerre profite d'une erreur du buff pour se saisir de sa patte, du moins de son pied. Piège. Ouais, je l'ai donné pied là pour le terrasser. Au moment que j'ai fait ma action, il a laissé pied là. Il sait que c'est un danger. C'est pour cela qu'il a laissé. Un piège déjoué par le Tonnerre qui lâche sa prise. À la pause, Tonnerre et Buff sont à égalité. La seconde manche tourne au profit du Tonnerre. Romaric écope d'un avertissement pour passivité. Le public conteste. Averti, Romaric n'a d'autre choix que de terrasser son adversaire avant la fin des 3 dernières minutes. Chose qu'il ne réussit pas. Au coup de sifflet final, victoire du Tonnerre et contestation continue du public qui brandit son vainqueur. Mais à la lutte, les règles sont strictes. Dès qu'un lutteur prend un avertissement, l'autre l'exploite à fond. Okay? C'est-à-dire l'autre lutteur aurait dû réagir. Il n'a pas réagi, et ben, l'autre l'a profité et puis il a gagné. Si le plus connaît le règlement, on n'aura pas à avoir ces problèmes-là. Ça, c'est la méconnaissance vraiment du règlement. Bon, c'est dommage. Tu prends un avertissement, effectivement, s'il n'y a pas de chute à la fin, eh ben, tu perds le combat. C'est ce qui est arrivé. Mais la population peut comprendre ça et ils auraient aimé avoir une chute ferme. Mais ce n'est pas le cas. Mais aussi, quand on s'en tient aux règles officielles, eh ben, on juge le combat par rapport aux règles officielles. Donc on ne peut pas s'en tenir à l'humeur du public. Alfred Badizan dit le Tonnerre est donc sacré vainqueur de la SNC en lutte traditionnelle dans la catégorie des 86 kg et plus. Mais Romaric Kawane dispose encore d'une chance les 2 et 3 mai prochains pour le championnat national. Voilà donc pour l'actualité de la SNC dans ce journal. Merci de votre fidélité et on se retrouve demain pour clore tout cela en beauté. À demain. Voilà, la SNC comme si l'on y était, à demain pour le bouquet final, mais en attendant, revient à Ouagadougou pour voir la vie de nos partis politiques. Le Congrès pour la démocratie et le progrès poursuit sa restructuration à travers le Burkina, tout comme les autres localités du pays. Voilà la section provinciale du Boulgou installée. C'est une délégation du bureau politique national qui a procédé à l'installation. Les membres de la délégation ont saisi l'occasion pour faire la lumière sur la position de leur parti vis-à-vis de ses idéaux. Badanel Kambou. C'est par l'exécution de l'hymne du Congrès pour la démocratie et le progrès qu'a débuté ce rendez-vous du bureau exécutif national du CDP avec ses militants du Boulgou. Une rencontre qui a sonné la mobilisation des structures géographiques de ce parti dans cette province. Il s'agissait pour la délégation du CDP de rassurer les militants mais aussi de leur permettre de mieux comprendre les raisons de la recomposition politique que le pays des hommes intègres observe depuis un certain moment. Sur certains sujets comme la mise en place du Sénat et la modification de l'article 37, le CDP reste dans ses engagements, a dit Pascaline Tamini, qui a invité les militants du Boulgou à rester mobilisés autour du président Blaise Compaoré. Nous avons exhorté nos militants à rester toujours engagés derrière le CDP, parce que c'est eux qui ont contribuer à faire en sorte que le CDP soit le parti leader au Burkina Faso. Et nous leur avons demandé de rester mobilisés derrière le CDP pour que le programme du président du Faso, pour lequel il a été voté à plus de 80% en 2010, pour que ce programme-là soit mis en œuvre pour le bien de l'ensemble des populations burkinabées. L'autre point de cette rencontre a été l'installation de la section provinciale et des 13 sous-sections du CDP du Boulgou. Moumouni Kéré vient d'être porté à la tête de cette structure avec un bureau de 19 membres. C'est donc un militant engagé et confiant qui aura désormais la mission d'animer la vie du CDP dans le Boulgou.
Vous savez, nous avons confiance en nos militants, nous avons confiance bien sûr en nos structures au niveau de nos différentes communes. Nous savons que déjà sur le terrain, ce que nous avions pu faire avec les différents camarades, nous savons qu'ils ne nous laisseront pas tomber parce qu'ils ont déjà vu ce que le CDP a pu faire. La première mission à laquelle la nouvelle structure devra désormais s'attaquer, c'est la mise en place des structures de base dans les 93 villages du Boulgour. Moumouni Kéré et son équipe disent compter sur l'expérience de leurs dévanciers pour atteindre les résultats attendus. Ambiance dans les partis politiques toujours. Les conseillers UPC ont claqué mardi dernier la porte du conseil de la commune de l'arrondissement 5 de Ouagadougou. L'Union pour le progrès et le changement proteste ainsi contre ce qu'elle qualifie de dysfonctionnement dans la gestion de la chose communale. C'est face à la presse que les conseillers ont donné les détails de leurs gestes. Le point de Zalissa Sanfo. Les 9 conseillers de l'Union pour le progrès et le changement UPC ont claqué la porte du conseil municipal de l'arrondissement numéro 5 de Ouagadougou. Sur le banc des accusés, le maire du dit arrondissement est un ex-conseiller du parti. Nous avons constaté que le maire nous marginalisait. Des visites de travail étaient faites dans les secteurs sans nous associer. Le renouvellement des comités de gestion est fait à notre insu. En plus, le transfert des dossiers de lotissement de l'ex-mairie de Bogodro a été fait à notre insu. Quant au conseiller exclu du parti en février dernier, il est accusé de tenir des propos diffamatoires et calomnieux. Le maire nous a informé. À sa connaissance, Asibo n'était pas de son parti. S'il n'est ni du CDP, ni de l'UPC, ni d'ailleurs d'aucun parti, sa présence au Conseil n'est donc pas justifiée. Toute chose qui aurait créé un climat délétère et qui empêcherait ses conseillers de participer à la bonne marche des affaires de la commune. Les conseillers de l'UPC rassurent, ils ne démissionnent pas définitivement du conseil municipal. Ce départ est une expression de leur mécontentement et il est temporaire. Mais si rien n'est fait, des actions fortes et républicaines seront prises. Et pas question de dévoiler ces actions ici. Il faudra donc attendre un temps opportun. Et pour équilibrer l'information, notre équipe de reportage a voulu avoir la version de l'autre partie, c'est-à-dire celle mise en accusation dans cette affaire. Interrogé, le maire de l'arrondissement 5 de Ouagadougou donne une version différente et lui aussi d'argumenter contre les plaignants. On écoute les explications du maire au micro de Sié Sylvestre Da. Le maire, en tant qu'exécutif local, a bel et bien un droit de visite auprès de ses administrés, surtout quand l'urgence le commande. La seule obligation du maire à ce niveau, c'est de rendre compte de ses actions au conseil. Et le deuxième élément contre nous, il semblerait que nous renouvelons des comités de gestion à l'insu des conseillers. À ce niveau, je crois que ce n'est pas du tout vrai. Et avec tout le respect que nous avons pour l'ensemble de notre conseil municipal, je n'ai pas connaissance de ces faits. Aucun renouvellement d'aucune structure n'a eu lieu depuis ma prise de fonction. Mais quand vous prenez par exemple la zone couverte par le CMA de Kosodo, les délais sont expirés. Et à ce niveau, j'ai demandé effectivement à ce qu'on se prépare pour un renouvellement. Et encore, on nous accuse d'avoir transféré des dossiers de lotissement aux autres arrondissements sans les en informer. Et je crois que ce travail de répartition a été fait dans un cadre purement administratif. L'ancienne commission d'attribution, en collaboration avec les maires concernés, c'est-à-dire du 5, du 10, de l'arrondissement 11 et 12, ont procédé à la répartition des archives relevant du lotissement de l'ancien Bogodro. J'allais demander à chaque élément du conseil municipal que s'il y a des éléments qu'ils ne comprennent pas, des zones d'ombre, je les invite à prendre attache avec le secrétaire général de la mairie ou avec
un des membres de la commission du bureau de l'exécutif de l'arrondissement. Autre sujet de l'actualité, on fait le point à mi-parcours de la stratégie de croissance et de développement accéléré. La pré-revue de la SCAD a réuni les acteurs concernés dans la mise en œuvre ce matin à Ouagadougou. Il s'agit pour eux de baliser le terrain en vue de la revue annuelle qui est prévue pour fin avril prochain. Dans les détails, il s'agit à cette rencontre d'examiner les projets de rapport de performance de 2013 et les matrices de performance pour 2015-2017. Étienne Bassenga. Avant la prise de décision au niveau politique, l'heure est à l'examen technique de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable SCAD. Dans cette salle, les partenaires techniques et financiers, la société civile, les régions, les municipalités, en somme toutes les structures concernées par la SCAD, vont baliser le terrain pour la revue annuelle en s'accordant sur les avancées et les difficultés en 2013, mais aussi sur les perspectives de la période 2015-2017. La pré-revue permet la finalisation des produits essentiels devant être examinés et validés par le Comité national de pilotage de la SCAD, à savoir, pour cette année 2014, le projet de rapport de performance de l'année 2013, le projet de matrice de performance 2015-2017 et la proposition d'une démarche d'élaboration du deuxième cycle de la SCAD. Le travail préalable, ce sont les services du secrétariat technique national qui l'ont fait. Un travail qui, même provisoire, montre que les cibles ont été atteintes. Pour le moment, nous avons 63,27% des indicateurs dont les cibles sont atteintes. Il faut bien comprendre que chaque année, nous suivons les indicateurs et nous vérifions l'atteinte des cibles annuellement. Donc pour l'année 2013, c'est cette proportion que je vous donne pour le moment. Donc dedans, vous avez les éléments comme le taux de croissance, la situation au niveau de la santé, de l'éducation, etc. Donc sur cet ensemble d'indicateurs, nous sommes à 63,24% à peu près, 27%. Mais il y a eu aussi des difficultés techniques, au nombre desquelles l'harmonisation des outils utilisés dans les différents services, les finances qui ne sont pas toujours suffisantes, les questions de passation de marché et l'insuffisance des ressources humaines. Quant à la revue annuelle, elle se tiendra en fin avril et aura pour mission de finaliser le travail fait par la pré-revue. Dans les rangs de la lutte contre le paludisme aussi, c'est le temps de la pause du bilan. Un point à mi-parcours pour réorienter aux besoins le tir. Le plan stratégique couvre la période 2011-2015, un plan dont l'ambition est d'améliorer la capacité de traitement des malades dans les établissements de santé au Burkina. Salut Nana. Le paludisme reste une préoccupation majeure en matière de santé publique au Burkina Faso et le gouvernement ne cesse de multiplier les efforts pour réduire la morbidité et la mortalité du paludisme à un niveau proche de zéro d'ici à la fin de l'année prochaine. Pour ce faire, un plan stratégique de lutte qui couvre la période 2011-2015 est élaboré. Après 3 années de mise en œuvre, le comité de pilotage dévoile ici les résultats à mi-parcours du plan. Il y a des avancées significatives en termes de réduction des aspects morbidité et autres, mais il reste à savoir qu'il est important que nous redoublons l'effort parce qu'il y a beaucoup d'acquis certes, mais il y a quand même des institutions que nous devons travailler à relever. Des résultats satisfaisants, mais beaucoup reste à faire et le comité de pilotage va se pencher sur les défis à relever et définir des nouvelles orientations pouvant contribuer à lutter efficacement contre le paludisme. Nous allons renforcer la qualité de la prise en charge, travailler pour la prévention, mais surtout travailler aussi à ce que, au niveau communautaire, toutes les actions en tout cas soient menées pour prévenir davantage le paludisme. Plus de 100 millions de francs CFA sont mobilisés avec l'appui des partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre des interventions. Des interventions qui permettront d'augmenter d'ici à la fin de 2015 la capacité de gestion du programme national de lutte contre le paludisme dans le traitement des cas suspects confirmés dans tous les établissements sanitaires du Burkina Faso. En santé toujours, la coopération médicale entre le Burkina Faso et la République de Chine-Taïwan se renforce. Par le biais de la coopération, une dizaine de techniciens biomédicaux ont pu bénéficier du renforcement de leurs compétences dans le domaine. Pendant 5 jours, les techniciens ont acquis de nouvelles façons de faire. La formation s'est déroulée à Koudougou dans le Boulkemde. Le point est de Isaïe Pargouda.
La coopération taïwanaise veut, à travers cette session de formation, renforcer les compétences des techniciens biomédicaux des différents centres hospitaliers régionaux de Burkina Faso. Après plus de 2 mois de formation dans le domaine de la technique biomédicale en Taïwan, les formateurs partagent leur expérience et cela pour la première fois avec leurs collègues techniciens restés au Burkina Faso. Au cours de ces 5 jours, on a présenté des modules sur les différents équipements qu'un technicien de maintenance peut rencontrer dans les différents hôpitaux. Depuis 7 ans, on a lancé beaucoup de projets. Ce sont des projets de la formation continue pour les sages-femmes, pour les ICP, et cette fois-ci, c'est pour les techniciens biomédicaux. Pour ce projet, ça durera au moins 6 ans. Pendant 6 ans, on va continuer de faire la formation à 2 séances par an. Donc, pendant 6 ans, on peut former au moins 120, 150 techniciens biomédicaux. Ils sont 18 techniciens biomédicaux à bénéficier de cette formation. Une formation qui leur a permis d'avoir des connaissances nouvelles pour mieux exercer leur métier. C'est vraiment toute une série d'appareillages que nous avons en tout cas pu décortiquer. La coopération médicale entre le Burkina Faso et la République de Chine-Taïwan existe maintenant il y a plus de 20 ans. Elle participe à la formation continue des agents de santé au grand bonheur des populations. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale est en campagne. Une campagne pour l'intégration des communautés. La démarche privilégie l'approche information-sensibilisation et s'inscrit dans la vision 2020 des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui est de passer de l'intégration des États à celle des peuples. Voyons dans la pratique comment cela se passe sur le terrain à Koudougou, dans le Boulkemde, Isaïe Parkouda. C'est pour permettre l'intégration de toutes les communautés vivant sur le sol burkinabé que le ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale, en collaboration avec la Commission nationale de l'intégration, a initié cette rencontre d'information et d'échange. 2 jours durant, les participants vont mener des réflexions sur les conditions de mobilisation des mouvements associatifs et des communautés résidant dans les régions autour des objectifs de l'intégration comme facteur de développement et de cohésion sociale. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont décidé de faire d'ici 2020 une CEDEAO des peuples. Et donc l'intégration aujourd'hui, il faut que chacun prenne conscience, que chacun s'approprie donc des données de ce concept-là et faire en sorte que l'intégration devienne une réalité. Mais justement, les avantages de cette intégration, c'est d'abord économique. Et ensuite, il y a également les peuples donc se croisent, se connaissent. Déjà, donc vous avez ensuite donc la paix. Le secrétariat permanent de la Commission nationale de l'intégration, à qui revient la charge d'encadrer et d'organiser les communautés vivant au Burkina Faso, demande l'implication de tous les acteurs pour que l'ambition de passer de l'intégration des États à celle des communautés soit une réalité. Après cette rencontre de Koudougou, d'autres rencontres régionales sont également prévues à Tenkodougou, Fatangorma et Kaya. Dans le processus de la décentralisation, la maîtrise de l'ouvrage local est l'un des freins qui retiennent encore loin des objectifs d'autonomisation des collectivités. Averti sur le sujet, le département de tutelle de la décentralisation cherche les solutions. L'une d'entre elles consiste à fédérer les interventions des projets et programmes sur le sujet. Les précisions sur la question avec Amadou Marcelto. Autour d'une même table, ce sont des représentants des projets et programmes intervenant dans la décentralisation, ainsi que les structures qui accompagnent le processus de décentralisation et la bonne gouvernance au Burkina Faso, qui se concertent à Tenkodougou. Une concertation qui va durer 3 jours et permettra d'avoir une meilleure lisibilité des approches en matière de formation et d'appui aux collectivités territoriales. Il y a beaucoup de difficultés quant à la bonne exécution. Il a été aussi remarqué qu'il y a des faiblesses qui sont constatées. La faiblesse en personnel de qualité, en personnel en quantité et la non-maîtrise aussi de la question. Cet atelier permettra de renforcer les capacités des acteurs en matière de décentralisation et aux collectivités territoriales de jouer pleinement leur rôle. Et les projets et programmes ont pour vocation d'accompagner les collectivités locales dans leurs actions de développement. Et à ce titre, nous devons maximiser sur l'ensemble des mesures d'accompagnement qu'il faut prendre pour accompagner ces collectivités, non seulement à maîtriser leurs responsabilités dans le cadre des actions de développement, mais surtout à accroître les performances.
Pour une économie locale viable, ces échanges permettront d'identifier et de capitaliser les meilleures pratiques de projets-programmes en matière de maîtrise d'ouvrage dans le cadre de leur appui aux collectivités territoriales. Et puis c'est parti depuis hier pour les activités de commémoration de la journée du souvenir de la démocratie et des droits humains. C'est une initiative pour engager le rôle des acteurs politiques dans la construction d'une société de paix. C'est Zignaré dans l'Oubritenga qui a vu le démarrage de la campagne. Les précisions sont de Moussaki. Un forum théâtre et un cross populaire sont les faits qui marquent le début des activités de la journée du souvenir dans la cité de Nabaoubri. Ici, face à ce public, en majorité femmes, les comédiens présentent les dérives d'une société causée par le manque de communication et surtout par l'intolérance. À cela vient s'ajouter l'épreuve sportive qui a requis visiblement l'engagement de la population. Et pour le ministère des Droits humains et de la promotion civique, ces deux activités constituent une tribune pour demander l'implication effective de ces acteurs dans la promotion de la tolérance et de la paix au Burkina Faso. Cette mobilisation nous a permis de passer le message en disant que nous avons tous besoin de la paix. Nous avons tous la responsabilité de préserver la paix, de maintenir la paix, de cultiver la paix, de cultiver la tolérance. Aujourd'hui, en parlant de la paix, tout chacun se sent concerné. Nous sommes tous des artisans de la paix. Il faut que nous nous mettons tous ensemble pour œuvrer pour la paix. La cérémonie est placée sous le thème « Le rôle des acteurs politiques dans l'édification d'une société de paix ». Et cela va être l'occasion d'interpeller les politiques à respecter le jeu démocratique et surtout à donner l'exemple d'être hommes de sagesse et de respect à chaque fois qu'ils sont face à leurs militants. On prend en cours le processus de lutte contre l'insécurité. Le commissariat de police de Pama, dans la Kompienga, vient de faire une belle prise. 5 présumés délinquants sont dans les filets du commissariat. Ils ont été arrêtés dans la nuit du 19 au 20 mars dernier alors qu'ils tentaient de subtiliser le cuivre des fils de la nationale des télécommunications, Bintou Naou. Câbles téléphoniques sectionnés, amassés et brûlés en vue d'en extraire le cuivre sont des actes posés par des délinquants à Fadangourma, Kantiari et Pama. C'est un réseau de 5 délinquants qui a été démantelé par le commissariat de police de Pama. Le 19 mars 2014, suite au renseignement opérationnel recueilli sur le terrain et à une embuscade tendue par les éléments au niveau de l'antenne relais, on appelle de la ville de Pama, 4 délinquants ont été surpris en train de mettre le feu sur les câbles téléphoniques réellement sectionnés à l'aide de cisailles. Ils furent arrêtés. Le même jour, des investigations poussées ont permis d'interpeller le receveur de la vente, ferrailleur domicilié à Fadangourma. Qu'en est-il du mot réparatoire? Les délinquants qui ne résident pas à Pama arrivent dans la ville à bord de véhicules de transport en commun. Avec leur matériel composé de cisailles qui servent à sectionner les câbles, de briquets qui servent à mettre le feu sur les câbles sectionnés et de sacs en plastique qui servent à transporter le cuivre une fois rassemblé. Une fois sur place, ils ciblaient l'heure d'opération et attendent après 24 heures pour s'y rendre. Ces délinquants seront transférés au parquet où une peine leur sera infligée. Plus sûres d'elles-mêmes, plus professionnelles, voilà les tisseuses du Burkina plus que jamais à l'assaut du marché. C'est non sans fierté qu'elles offrent à voir le fruit de leur labeur. Des pagnes made in Faso à perte de vue dans l'enceinte du palais de la culture Jean-Pierre Guingané à Ouagadougou. La visite guidée sur les lieux est assurée par Patrick Karim Namano. Le Faso d'Anfani, comme un phénix, renaît de ses cendres et ce, grâce à ces tisseuses du Kadiogo, dont certaines sont aujourd'hui chefs d'entreprise, exportatrices et formatrices. Ingéniosité, créativité, passion et don de soi leur ont permis de hisser haut le flambeau du textile burkinabé.
L'un des soutiens déterminants est venu de la fêtière des caisses populaires du Burkina à travers la société de cautionnement mutuel. Les volumes que ces femmes utilisaient dans le cadre de ces activités tournaient autour de 35 millions. Et en 2004, et 10 ans après, nous nous retrouvons avec des volumes consommés autour d'1,5 milliard de francs CFA. En une décennie d'accompagnement, ces tisseuses du Kadiogo, mannequins d'un jour, ont su transformer la cotonnade, mais aussi magnifier le fruit de leur labeur. Et les ambitions ne manquent pas. Souhaitons aussi qu'ils nous soutiennent dans des formations pour que les femmes puissent mieux gérer leur crédit. Et nous avons aussi besoin des équipements, parce qu'il y a des équipements performants dont nous ne disposons pas. Et nous souhaitons aussi que les autorités nous accompagnent, parce que vous voyez, nous sommes très nombreux, mais nous n'avons pas de siège. En attendant, les pagnes d'Amfani s'offrent au regard des visiteurs et sont à portée de main de potentiels acheteurs au Palais de la Culture Jean-Pierre Gengani, à la seule condition de bien vouloir délier le cordon de la bourse. Voilà le fruit des mains expertes du Kadiogo. Voilà donc qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous retrouvons demain. Bonsoir.